Est-ce que tu t'es déjà fait tirer dessus? Bon, j'espère que non, mais pour le coup, au cinéma, ça arrive très souvent. Dans cette vidéo, on va parler de séquences extrêmement présentes dans le cinéma d'action, les fusillades. Comment les réalisateurs mettent en scène tout ça? Alors, fusillade, pour moi, c'est minimum 2 personnes qui se tirent dessus. Donc ça va aller de ça à ça. Alors, j'ai consciemment évité de parler de scènes de bataille qui pourraient flirter avec les fusillades, donc on ne parlera pas de cette séquence par exemple. Et je ne parlerai pas non plus des séquences de sniper, car ça pourrait être une vidéo à part entière. Bref, en fait on parlera pas du soldat Ryan. Et comme d'habitude, j'ai forcément laissé passer plein de fusillades passionnantes à analyser, donc n'hésitez pas à enrichir cette vidéo dans la section commentaires. Avant de parler des fusillades à proprement parler, il est important de parler de la tension qui les précède. C'est quasiment une sous-catégorie en soi, faire monter la sauce. Okay. You wanna play rough? Okay. Say hello to my little friend. Évidemment, quand on pense tension avant une fusillade, on pense western. Et duel de cow-boy. Et le maître dans la matière, c'est probablement Sergio Leone. Je vais me concentrer sur 2 exemples magistraux. Le premier, c'est Il était une fois dans l'Ouest, avec sa séquence d'ouverture. Outre l'introduction du personnage d'harmonica qui fait partie des meilleures découvertes de personnages de l'histoire du cinéma, il y a tout dans cette séquence pour faire monter la tension. Avant que le train arrive, il y a 5 minutes de personnages qui attendent sans musique. Une ambiance est installée par ce parti pris ultra fort. Puis, avec le départ du train, la musique de l'harmonica retentit et harmonica apparaît. La disposition est simple. Un homme fait face à 3 autres. Harmonica finit sa musique, que les autres le laissent terminer, et il y a une vraie théâtralisation totalement assumée. Et quand il a fini son morceau, la musique de Morricone prend le relais pour continuer cette montée en tension. On n'est pas encore sûr de la direction que prend cette séquence, nous ne connaissons aucun des personnages. Mais en 3 répliques, tout est posé. Did you bring a horse for me? Looks like we're shy of 1 horse. You brought too many. On sait que ça va péter et Leone se délecte grâce à ces gros plans de la réaction des personnages et à cette punchline magistrale. Les coups de feu se font sentir. Dernier moment en suspens et soudain... D'ailleurs, dans cette fusillade, Leone utilise un raccord assez audacieux. Il passe d'un tireur à l'autre dans une continuité de mouvement qui pourrait perdre le spectateur. Car avec cette coupe, on s'attend à rester avec le personnage qu'on a vu dégainer. Et pourtant, on est passé du côté d'harmonica qui enchaîne les 3 autres cow-boys. Et il faut aussi noter la synchronisation parfaite entre les tirs d'harmonica et les impacts reçus par les adversaires. On en reparlera plus tard, mais inclure le tir et l'impact dans un même plan, c'est complexe. La deuxième séquence culte de montée en tension de sa filmographie est celle du duel final du bon, la brute et le truand. Une fois les 3 personnages en position de duel, Leone prend 2 minutes et 50 secondes pour les faire dégainer leur revolver et se tirer dessus. Quasiment 3 minutes de tension pure qu'il met en scène en alternant les plans pour les situer les uns par rapport aux autres, les gros plans sur leurs armes et enfin une série de plans qui au départ est une valeur moyenne de chaque personnage et qui au fur et à mesure de ces 2 minutes et 50 secondes vont se rapprocher progressivement pour au final finir sur des plans ultra serrés, des yeux uniquement. Le tout dans un montage qui s'accélère aussi au fur et à mesure, permettant à la tension de la scène d'atteindre une forme de paroxysme au moment où les coups de feu sont tirés. Voilà comment on fait 3 minutes sur uniquement des personnages immobiles qui se regardent. Et ça c'est fort. Un réalisateur qui a assimilé ce qui est quasiment devenu un code ou un cliché et qui a voulu pousser ça encore plus loin, c'est Sam Raimi dans son film Mort ou Vif. Le film tourne uniquement autour de duels au revolver et Raimi va s'éclater à créer des séquences précédant les coups de feu totalement dingues
en détournant les codes mis en place par Sergio Leone. On a ce premier duel avec une succession de zooms décadrés sur les différents personnages présents et qui va même jusqu'à faire des zooms sur une fenêtre fermée ou une église. Et comme avec Leone, le montage s'accélère et les plans se rapprochent de plus en plus pour finir sur des gros plans décadrés des yeux des deux cow-boys avant le coup de feu. Et il ira encore plus loin dans l'expérimentation avec cet enchaînement de travelling compensé, le fameux transtrave rendu célèbre par Hitchcock dans le film Vertigo, qui est là utilisé comme une variante au simple gros plan sur les personnages avant le duel. Il y a une autre situation qui implique une grosse montée en tension, et c'est la présence d'ennemis potentiels. Ça peut être dans un lieu clos où un personnage découvre grâce à de petits détails qu'il est entouré d'ennemis, comme cette fameuse fusillade de l'ascenseur dans Die Hard 3, qui sera d'ailleurs repris dans Captain America Winter Soldier, ou bien dans un bus comme dans The Killer, où le personnage de Danny Lee, ah j'ai mis des croix parce que je suis pas allé sur IMDb, c'est le flic dans The Killer. Danny Lee, hein, c'est ça. Je me fais toujours avoir à mettre des croix quand je suis en écriture. Ou bien dans un bus comme dans The Killer où le personnage de Danny Lee sonde l'espace pour y repérer un gangster en fuite. La tension va encore une fois crescendo, il observe plusieurs personnes, le temps se ralentit, les plans comme chez Leone se resserrent et au fur et à mesure ils sont de plus en plus proches des personnages. Les ultimes secondes avant le premier coup de feu sont dilatées, les armes sont montrées, enclenchées, la présence de civils entre les deux tireurs accentue la tension et soudain, pour revenir sur un ralenti au moment de l'impact, on rentrera plus tard dans le style de John Woo et sa manière de ponctuer l'action par des variations de vitesse. On retrouvera ce type de tension dans le film Les Incorruptibles de Brian De Palma. Elliot Ness sonde le lieu jusqu'au moment où il croise le regard d'un gangster qui le reconnaît et d'un coup, la fusillade commence. Sir? Ce procédé peut aussi avoir lieu dans une zone bien plus vaste où justement la menace peut être partout. Une séquence marquante dans ce domaine, c'est la scène de frontière dans Sicario, où l'équipe de la DEA quitte le Mexique en sachant qu'ils sont pistés par des narcotrafiquants. Il y a une première tension alors qu'ils sont coincés dans les embouteillages et cherchent à identifier qui sont les personnes hostiles. Entre intuition et observation, ils arrivent rapidement à identifier deux voitures et sortent de la voiture avec leurs armes braquées sur eux. Deuxième tension, qui tirera le premier? Bon, il n'y a pas vraiment match parce que les mecs de la DEA sont beaucoup trop puissants et éclatent les Mexicains en 2 secondes à chaque fois. Un autre exemple intéressant d'avant-fusillade, c'est le début du film La Horde sauvage de Sam Peckinpah, qui en plus de faire monter la pression avant le début des coups de feu, va accentuer l'accent sur les civils présents et faire comprendre qu'ils sont menacés par ce qui va se passer. Peckinpah n'hésite pas à mettre sa caméra à hauteur d'enfant, ce qui accentue la tension du massacre à venir et rend cette pré-fusillade vraiment glaçante. Pour les séquences de tension, il y a aussi l'inévitable Mexican Standoff. Le duel mexicain? Non. Il doit y avoir une traduction française, mais je la connais pas. C'est aussi un sous-genre de la scène de fusillade. John Woo en est particulièrement client, avec un dans The Killer, où il s'amuse à faire toute une séquence proche du théâtre de boulevard, où un personnage aveugle ne se rend pas compte que les deux hommes dans son salon se braquent mutuellement avec un flingue. On retrouvera ça dans Hard Boiled ou dans Volte-Face, bref, il y a une vraie obsession chez John Woo pour le Mexican Standoff. Tarantino aussi aime bien ça. Il y en a un dans Inglourious Basterds avant une fusillade et un autre ensuite où Tarantino s'amuse même à définir ce que c'est par le dialogue entre les personnages. And a Mexican standoff ain't trust. You need guns on me for it to be a Mexican standoff. Et bien sûr, son plus connu est le final de Reservoir Dogs, qui est une repompe du final de City on Fire du regretté Ringo Lam, décédé cette année. Et pour rester dans les réalisateurs hongkongais, j'aime énormément celui de Time and Tide de Tsuyark, qui, comme Tarantino, s'amuse du concept avec un personnage qui commence à amorcer un dialogue, comme c'est convenu dans ces moments-là, et l'autre qui lui tire directement dessus et qui finira par engueuler son cadavre ensuite. Je peux aussi citer Matrix avec le Mexican standoff le plus stylisé de l'histoire du cinéma. Après, il en existe des centaines, mais aucun n'est aussi marquant que celui de la série The Office. Là, il y a tout, il y a de la tension, il y a du suspense, et il y a un final dantesque. Mais revenons aux fusillades. Une fusillade, c'est une séquence qui, au-delà de l'action, est supposée raconter une histoire en soi. Malheureusement, c'est rarement le cas, et s'il y en a un qui s'efforce toujours d'utiliser les fusillades pour parler de ses personnages et faire avancer son intrigue, c'est Michael Mann. Outre le fait que ces fusillades sont ultra réalistes et donc vraiment immersives,
parfaitement filmée et magnifiquement montée. Donc d'un point de vue formel, c'est du velours, et on en reparlera par la suite, mais surtout, elle raconte aussi beaucoup sur les personnages qui les vivent. Sa grande fusillade de Hit, souvent citée comme la meilleure fusillade de l'histoire du cinéma, l'est en partie grâce au fait qu'il arrive à nous faire vivre ça au plus près de ses personnages, aussi bien les bandits que les policiers qui les poursuivent. Ces plans à la troisième personne permettent une immersion assez dingue, le réalisme des impacts et des déplacements des personnages accentue encore une fois cette immersion, mais c'est je pense surtout pour son évolution dramaturgique que cette fusillade est rentrée dans les esprits. Et c'est grâce à ça qu'elle arrive à nous tenir en haleine pendant plus de 7 minutes. Sa fusillade commence déjà par une surprise. Après un braquage qui s'est parfaitement passé, les flics sont malheureusement déjà là. Maintenant, l'enjeu de la fusillade est clair. S'échapper d'ici pour les bandits et attraper ces derniers pour les policiers. Les deux camps, dirigés par De Niro pour les voleurs et Al Pacino pour les policiers, vont vivre une vraie évolution. Le personnage de Bosco, joué par Ted Levin, est tué devant Al Pacino. Les voleurs s'enfuient en voiture, et ça pourrait s'arrêter là, mais le chauffeur est tué et la voiture se crache. De Niro, Val Kilmer et Tom Sizemore se retrouvent en sandwich à devoir progresser de voiture en voiture pendant que Al Pacino court pour les rattraper. Le personnage de Sizemore se retrouve isolé de ses collègues, Val Kilmer se prend une balle. Que va faire De Niro? Va-t-il le laisser là ou va-t-il l'aider? Finalement, il prend la décision de l'aider. La fusillade continue sur un parking avec une confrontation à distance entre les deux protagonistes du film. Finalement, De Niro et Val Kilmer arrivent à s'enfuir. Al Pacino a perdu, sauf qu'il arrive quand même à éliminer Sizemore avec un énorme sang-froid, car Sizemore avait pris un enfant comme bouclier humain. Pas cool, Sizemore, pas cool. Il y a tout en termes de dramaturgie, des traumatismes, de l'inattendu, des prises de décision importantes, du sacrifice, du renoncement. On est sur un niveau d'écriture proche de la perfection sans qu'aucun dialogue n'ait besoin d'être prononcé. Et ça, c'est trop rare pour ne pas être applaudi. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec les fusillades en tant que telles et comment sont-elles filmées. La technique la plus classique et la plus simple, c'est tout simplement le champ contre champ. Le ping-pong, comme l'appelle David Wu, le monteur de John Woo sur Hard Boiled, et le réalisateur seconde équipe. Quelqu'un tire dans un plan, et quelqu'un d'autre se prend l'impact dans un autre plan. C'est comme ça qu'est montée quasiment l'intégralité du film Shoot 'em Up. Ça permet aux actions d'être lisibles et à Clive Owen d'effectuer lui-même les tirs. Il n'y a pas de problème de synchronisation entre le tir et le déclenchement des impacts. En termes de tournage, c'est vraiment ultra simple, au point qu'on peut faire ça tout seul, si on veut. Mais ça veut dire quoi faire ça tout seul? Bah ça veut dire ça. Après, ça garantit pas une lisibilité parfaite non plus. Et on va se concentrer un peu sur ce principe de la lisibilité et plus particulièrement de la spatialisation. Car dès qu'on dépasse les deux personnages qui se tirent dessus, le problème de la spatialisation rentre dans l'équation. Situer les personnages les uns par rapport aux autres dans l'espace. Pas l'espace avec les étoiles, l'espace quoi. Pour ça, il existe plusieurs techniques. Le regard. Brian De Palma, pour sa fusillade de fin des Incorruptibles, va utiliser le regard de son personnage principal, Elliot Ness, joué par Kevin Costner, pour nous diriger dans l'espace. Déjà, la séquence est parfaitement préparée en amont, avec Ness qui observe tout l'espace, nous permettant de bien comprendre la topographie des lieux. Ce qui permet, au milieu du chaos, de nous situer en quelques plans et uniquement grâce au regard. Plan sur le regard de Ness gauche cadre, contre-champ sur le landau, et un tireur en bas de l'escalier. Plan sur le regard de Ness qui passe vers la droite, contre-champ sur un autre tireur au milieu de l'escalier. Ceci nous permet inconsciemment de trianguler les lieux et de placer tout le monde dans l'espace. Et donc d'être pleinement sous tension à cause de ce landau qui va dévaler les escaliers. Et le procédé sera utilisé tout le long de la séquence où chaque regard nous amènera au plan d'après, comme avec ce regard qui permet d'introduire le personnage d'Andy Garcia dans l'espace par rapport à Elliot Ness, avant de les réunir tous les deux dans le même plan. Une autre technique consiste à concevoir l'action comme dans un couloir. Un peu à la manière d'un jeu vidéo en 2D, utiliser le principe du scrolling horizontal est très pratique pour ne pas se perdre dans l'espace. Un exemple de ça est la deuxième partie de la fusillade de Hit. Val Kilmer et De Niro sont au milieu d'une rue avec des flics devant qui font un barrage et des flics derrière qui avancent vers eux. Toute la scène est filmée uniquement d'un seul côté du trottoir, faisant qu'on comprend immédiatement qu'à droite c'est devant et à gauche
c'est derrière. Ce qui fait que nous ne sommes jamais perdus, et ça permet par exemple à cet enchaînement de plans de fonctionner. On sait qu'Al Pacino est derrière lui, et donc qui lui tire directement dessus. Après, la technique du couloir peut être de carrément utiliser un couloir comme décor. Donc évidemment Matrix ou encore son pompage stylistique Equilibrium. Le fait d'utiliser comme décor un couloir permet de ne jamais vraiment être perdu. Les adversaires sont d'un côté, le héros progresse vers le bout du couloir, on fait difficilement plus simple en termes de spatialisation. Mais je reviendrai sur ces deux exemples un peu plus tard dans ma vidéo. Évoluer dans un environnement en 3 dimensions peut être très perturbant, surtout si l'on n'est pas fixé sur un seul point de vue. Prenons une comparaison entre deux séquences. Cette fusillade de Open Range et cette fusillade de LA Confidential. À ce moment-là de la fusillade, le principe est grossièrement le même. 2 hommes acculés par d'autres qui les encerclent et tentent de les tuer. Dans LA Confidential, on reste entièrement dans le point de vue de Guy Pearce et de Russell Crowe. Les ennemis apparaissent soudainement et se font dessouder. Le découpage est sommaire, mais la spatialisation fonctionne car nous ne nous téléportons jamais dans l'espace. Alors que dans Open Range, on alterne entre le point de vue des protagonistes et celui de leurs assaillants. Cela fait 6 personnages à situer en quelques secondes. La séquence est bien construite et arrive à passer plutôt efficacement d'un point de vue à un autre. Un tir venant de la grange permet de situer à travers 3 points de vue différents, mais ça reste malheureusement très rapide pour réellement se repérer. Ensuite, quand l'homme dans la grange indique qu'il y a 2 hommes qui arrivent, le plan d'après montre donc ces 2 hommes. Mais le manque de repères par rapport aux autres personnages est un peu perturbant. Et la coupe suivante, on passe dans le dos d'un autre personnage qui est totalement de l'autre côté de la maison et ça vient vraiment créer la confusion chez le spectateur. Heureusement, dès que des plans larges sont utilisés, on situe tout de suite plus facilement les personnages. Même si un plan d'ensemble incluant les 2 personnages vus précédemment qui arrivent par la droite aurait aidé à clarifier toute la situation. On constate à quel point la construction d'une fusillade adaptant plusieurs points de vue dans un environnement plus complexe qu'un simple couloir est très vite perturbant. Il faut vraiment une minutie en termes de découpage pour ne pas créer la confusion. Et quand on n'est pas sûr, autant faire comme dans Crime, Arnaque et Botanique en ne montrant pas du tout la fusillade mais en l'observant de l'extérieur du bâtiment. Impossible de se planter dans ce cas-là. Car il y a un film qui se vautre totalement dans la spatialisation, ce qui gâche totalement le plaisir, c'est Free Fire. Ce qui est vraiment regrettable pour un film entièrement construit autour d'une fusillade d'1h30. Le film utilise majoritairement le procédé du champ contre champ pour filmer les coups de feu. Là où dans d'autres exemples comme Shoot 'em Up, ça passait plutôt bien et on était rarement perdu, Free Fire, lui, nous perd totalement. Tout d'abord car il adapte trop de points de vue sans avoir de protagoniste. On a quasiment le même nombre de personnages que dans la séquence des Incorruptibles, mais sans protagoniste, qui nous aiguille dans l'espace. Il en ressort un espèce de sentiment de confusion permanent. Ce mec tire sur lui, mais on ne comprend pas où ils sont par rapport à ce mec qui apparaît juste après dans le montage. Lui par exemple, tire, mais on ne saura pas sur qui. Il manque un pivot central autour duquel la fusillade serait orientée dans un premier temps pour nous faire comprendre le positionnement de chacun dans cet entrepôt. Un peu à la manière du personnage de Kevin Costner, à la fois dans Les Incorruptibles mais aussi dans Open Range, autour duquel s'accentue l'action et l'alternance de points de vue. Ceci prouve la limitation d'un découpage en champ contre champ, car le film abuse beaucoup trop de ce découpage et montre sa limite. Avoir un plan sur quelqu'un qui tire, suivi d'un autre plan sur l'impact, ne suffit pas à situer les 2 personnages dans l'espace, surtout quand le décor n'a pas été bien établi avant. Avec un plan comme celui-ci, suivi d'un plan comme celui-là, il est impossible de comprendre où ils sont l'un par rapport à l'autre et qu'est-ce qui les sépare. Prendre de l'ampleur comme dans Open Range, vu précédemment, inclure les personnages dans un même champ plus souvent, tout ça est nécessaire pour réussir à prendre conscience du positionnement de chacun. Sauf si l'on garde un seul point de vue, comme dans LA Confidential. Et dans Free Fire, on a trop de points de vue et trop peu de plans qui nous aideraient à situer chacun. Il manque de vrais plans larges pour situer tout le monde, mais aussi comprendre le décor. Car c'est aussi quelque chose d'important, la topologie des lieux. On cite souvent Die Hard, qui est un exemple parfait de comment transmettre la topologie d'un lieu à son audience. Même si c'est pas nécessairement dans le cas d'une fusillade, le film va prendre du temps pour nous familiariser avec l'agencement des couloirs et des bureaux, avec par exemple ce plan de Holly qui part dans son bureau et qui se retrouve à faire un tour totalement illogique sur elle-même, alors que son bureau était à la base
juste là. Illogique pour le personnage, mais inconsciemment, le spectateur prend connaissance des lieux. Ensuite, McTiernan utilise beaucoup de signalétique discrète, comme le numéro des étages ou le poster de cette pin-up, qui permet de savoir que McClane est de retour à côté de l'ascenseur. Une multitude de petits détails qui permettent au spectateur de s'approprier le lieu et de ne pas être perpétuellement perdu. Ce qui est primordial pour un film basé sur le rapport entre le chat et la souris, comme Die Hard. Il existe plein d'autres exemples, comme ce plan d'introduction de la maison dans Panic Room, qui est devenu culte et qui permet parfaitement de comprendre le décor dans lequel va se situer tout le film, ou encore ce plan de fusillade de Breaking News de Johnito, un plan qui permet de situer tout le monde dans l'espace au début de la fusillade. Bon, après Johnito va utiliser ce plan toute la séquence, pour des raisons dont on parlera plus tard. Mais on peut aussi penser à Michael Bay avec son fameux plan circulaire pour situer tout le monde dans cette fusillade de Bad Boys 2. D'ailleurs, ce plan, c'est un vrai gimmick de Michael Bay qui reviendra dans Transformers 2 et dans No Pain No Gain, ou Pain and Gain, je sais pas c'est quoi le titre français. Pendant que je suis sur Bad Boys 2, il faut signaler que ce plan circulaire qui se déroule avant la fusillade ne permet pas non plus de situer parfaitement tous les personnages dans l'espace. La faute à ce mec-là, qui n'apparaît jamais dans ce fameux plan, et dont la confrontation avec Martin Lawrence, qui semble être en face, paraît un peu étrange. On retombe sur le problème de lier deux plans par le montage, sans avoir un plan où les deux personnages apparaissent l'un par rapport à l'autre. Alors que quand il y a des plans comme celui-ci, tout de suite ça devient limpide, on situe parfaitement tout le monde, et c'est vraiment plus appréciable. Et pour terminer sur Bad Boys 2, on a le droit à un magnifique effet bullet time avec une balle qui traverse de la coke le cul de Martin Lawrence et qui vient finir sa course dans la jugulaire d'un raciste. Un des plus beaux tirs de l'histoire du cinéma. Et là, on arrive à un croisement de cette vidéo. Soit je parle du bullet time, soit je parle de tous les tirs les plus improbables de l'histoire du cinéma. Choix cornélien. Partons sur le bullet time d'abord. On va faire un petit passage en revue de l'utilisation de ce procédé. Comme évoqué dans ma vidéo sur la super vitesse, le premier bullet time c'est dans Slots en 1963. On en aura un petit exemple en 1972 avec le film 4 mouches de velours gris de Dario Argento, et après va falloir attendre plus de 30 ans jusqu'à Blade en 1996 pour en revoir un bien dégueulasse évidemment, fin des années 90 oblige. Puis la révolution Matrix, je vais pas vous réexpliquer comment ils ont fait ça, fond vert, câble, appareil photo, ventilateur, bref, vous connaissez la musique. C'est une des séquences de tir la plus marquante de l'histoire du cinéma, j'ai pas besoin de m'étaler là-dessus. Et depuis Matrix, c'est l'avalanche. Et de finir sur ce plan me permet de transitionner vers les tirs les plus improbables. Donc voilà, on a tous les tirs de Wanted, les fameuses balles courbées, on aurait l'impression de regarder un coup franc de David Beckham. Alors évidemment, passer le côté crétin du truc et le non-respect des lois de la physique, ça a le mérite de proposer un vrai délire avec le visuel qui suit. Et au moins, en termes de lisibilité, c'est irréprochable. Et en plus, Angelina Jolie utilise à un moment cet appareil étrange que j'aime beaucoup. Dans les armes étranges, je dois citer ce magnifique flingue, Toon, et ses balles indiens et cow-boy dans Roger Rabbit. Pour rester sur une logique de cartoon, on a les armes dans Hot Shot 2, avec le bazooka à gants de boxe, sans oublier la légendaire poule. Mais mon flingue préféré de tous, c'est celui dans Une nuit en enfer,
et je pense que je n'ai pas besoin d'argumenter. Pour rester en dessous de la ceinture, on a ce tir qui semble venir du cul dans Deadpool. Dans les coups de feu les plus mémorables de l'histoire du cinéma, il y a forcément celui-là. Celui-là, il a vraiment marqué tout le monde, vous connaissez sûrement l'histoire. À la base, Harrison Ford devait se battre au sabre contre le mec, mais comme il était malade, je crois qu'il avait la chiasse, il a suggéré de sortir son flingue et d'aligner le méchant tout de suite. Et voilà comment on arrive à créer un moment culte au cinéma, grâce à une maladie. Je suis pas sûr qu'il avait la chiasse, je crois, hein, mais bon, c'est pas très élégant. Si, il était... Il avait la chiasse, hein. Oui, il avait la tourista, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais dire la tourista, plutôt. Et voilà, grâce à la tourista, on a eu un moment culte de cinéma. Culte comme ce tir-là, totalement improbable, qui a aussi marqué tout le monde. Et que dire de cette Uzi qui dévale les escaliers dans True Lies en liquidant les terroristes? Une séquence qui était déjà là dans le film original, dont True Lies est tiré, la totale. Et pour terminer cette petite liste, je tiens à faire une grosse dédicace au film Shoot 'em Up, relativement méconnu, mais qui s'autorise un bon gros paquet de what the fuck avec des flingues. Glisser dans l'huile, couper une queue de cheval, faire accoucher une femme en pleine fusillade, baiser en pleine fusillade, faire tirer des balles en se faisant cramer la main pour les déclencher, faire tuer un mec par un autre mec en lui tirant dans le bras pour provoquer un tir, on est sur un proto John Wick totalement décomplexé et finalement, avec le recul, c'est vraiment plutôt cool. Je sais pas pourquoi on parle pas de ce film plus souvent. Et en plus, il y a une utilisation de la lumière des armes qui reviendra dans d'autres films, utiliser les détonations uniquement pour éclairer une séquence de fusillade. On retrouve cela dans Kick-Ass et plus récemment dans la magnifique intro du film Les Frères Sisters de Jacques Audiard, mais aussi dans Equilibrium avec le fameux Gun Kata. Et là, je pense que c'est le moment de parler de ce truc parce que je peux pas passer à côté. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée de vouloir créer une discipline de tir rendant les mecs quasiment imbattables. Visuellement, c'est plutôt inventif, notamment avec cette première séquence uniquement éclairée par les coups de feu qui créent un effet stroboscopique. Vu que c'est écrit trombinoscope, ça va être super bien. Strobo. Visuellement, c'est plutôt inventif, notamment avec cette première séquence uniquement éclairée par les coups de feu qui crée un effet stroboscopique. Wouhou! Mais malheureusement, ça devient très vite un peu grotesque. Déjà, l'explication est finalement beaucoup trop précise et prouve que l'idée est totalement conne. Ce côté calcul algorithmique de toutes les positions de coups de feu tout en restant totalement statique, ça demande une énorme suspension d'incrédulité pour que ça passe, franchement. Parce que c'est débile à souhait. Et donc, ça finit par diminuer la coolitude de cette séquence, par exemple. Car oui, les mouvements sont fluides et dynamiques, mais le fait qu'un mec qui marche à découvert au milieu d'un couloir ne se fasse jamais toucher par 30 mecs armés de mitraillettes en face de lui, c'est quasiment impossible à accepter. Ça passe par le découpage qui est vraiment concentré sur les mouvements de Christian Bale et les dommages qu'il cause. Un plan large de la situation décrédibiliserait totalement toute la séquence. Par contre, ça fonctionne beaucoup mieux durant le duel final où ce mélange entre arts martiaux et revolver prend vraiment tout son sens. Et là, c'est le moment de la vidéo où on passe par Bollywood. Mais je ne dis rien, je mets juste des images de Bollywood what the fuck. Ok, voilà, au moins je vous aurais fourni de quoi rigoler. Revenons à une analyse plus sérieuse. Qu'est-ce qu'il faut combiner pour obtenir une bonne fusillade? Déjà, dans le découpage, il y a quelque chose qui est vraiment payant, c'est donc d'inclure dans un même cadre à la fois le tireur et les opposants. Ça évite les problèmes de spatialisation mentionnés précédemment et ça permet d'augmenter l'immersion. Ce principe d'immersion va d'ailleurs pousser certains à carrément opter pour une vue subjective. Cela peut venir le temps d'un simple plan de quelques secondes, comme dans cette séquence du Sens du Devoir 3, ou encore dans les fusillades en zéro gravité de Ender's Game. Ce sont des plans qui apportent beaucoup de dynamisme au montage et qui forcent vraiment un point de vue. Personnellement, quand ils sont utilisés avec parcimonie,
je trouve que ce sont des plans vraiment intéressants. Comme ce que fait Michael Mann par exemple dans cette superbe fusillade de Miami Vice. On est dans le subjectif pur, on est dans ce qu'on pourrait appeler un plan à la troisième personne, un peu à la manière d'un Gears of War ou d'un Rainbow Six Las Vegas, quand on est planqué. Bref, ces plans nous permettent d'être à la fois totalement en situation avec le personnage, mais aussi de rester pleinement à notre position de spectateur. Et ça, c'est vraiment ultra efficace. Ce sont mes plans préférés de la fusillade de Heat d'ailleurs. Ça nous plonge immédiatement dans l'action, en plus de nous situer parfaitement dans l'espace. Il y a aussi tous ces plans qui sont justifiés par une caméra que porte un personnage. On a des bribes de ça dans Aliens, ou encore, d'une certaine manière, le braquage au début de Strange est une extension de ce processus. Évidemment, vous me voyez venir, ceux qui sont allés à fond là-dedans, c'est Hardcore Henry, où tout le film est en point de vue subjectif. Ça permet forcément de ne pas être réellement perdu dans l'espace, car nous évoluons à travers le regard du personnage principal. Il n'y a donc aucun problème de savoir qui tire sur qui, vu que c'est nous qui tirons littéralement sur les autres, ou nous faisons directement tirer dessus. C'est un parti pris intéressant qui fonctionne un temps et qui offre son charme à Hardcore Henry, mais qui a aussi une certaine limite. Forcément, la comparaison avec le jeu vidéo est immédiate, et là où dans un jeu vidéo l'immersion est décuplée par le contrôle qu'on peut avoir sur le personnage, dans un film ce procédé peut devenir usant à la longue. Mais Hardcore Henry est totalement conscient de ça et s'amuse d'ailleurs totalement avec son statut de film jeu vidéo, avec le skin d'un personnage qui revient tout le temps et qui donne l'impression de pouvoir mourir et revivre comme dans un jeu vidéo. Mais là où Hardcore Henry pourrait vraiment être rébarbatif, il arrive finalement à éviter ça en proposant beaucoup de configurations d'action différentes. Évidemment, il y a une autre séquence notable du genre, c'est dans le film Doom, où le réalisateur s'est battu pour vouloir faire un faux plan séquence de 5 minutes en vue subjective pour rendre hommage aux jeux vidéo. C'est assez fascinant de noter la différence de procédé pour la réalisation du même principe dans les deux films. Doom est filmé avec un Steadicam, ce qui rend ce côté flottant de la vision subjective, et l'arme est uniquement rajoutée en image de synthèse, là où Hardcore Henry utilise des modèles de caméra récentes, du type GoPro, et exploite le fait de justement pouvoir attacher vraiment à une caméra quelqu'un qui va faire des cascades, ce qui rend ce côté beaucoup plus réel et nerveux. Il est intéressant de parler de jeux vidéo quand on parle de fusillade, car le cinéma et le jeu vidéo se sont, je pense, beaucoup influencés dans ce domaine. Si Doom et Hardcore Henry sont un héritage des jeux de tir à la première personne, c'est plus souvent dans l'autre sens que cela se passe. Le jeu Max Payne est par exemple ouvertement inspiré de Matrix, notamment pour son utilisation du bullet time, mais aussi ouvertement influencé par le cinéma hongkongais et plus principalement les films de John Woo. Et là, on va étudier un peu le monsieur, car en termes de fusillade, il a posé quelques bases qui méritent d'être mentionnées. Pour moi, il y a 3 aspects qui font que les fusillades de John Woo sont au-dessus du lot. Le premier, c'est la destruction. Ça peut paraître banal, mais je suis en admiration totale sur la manière dont John Woo gère les destructions de ses décors durant les fusillades. Quand tu sais comment se passe un tournage, de devoir refaire une scène plusieurs fois sous différents angles, avoir autant de destruction physique, car là on n'est pas à l'époque du numérique, où le sang et les flammes et les impacts sont faits en post-prod. Non, là, tout explose pour de vrai. Et donc de devoir refaire ça plusieurs fois, je trouve ça tout bonnement extraordinaire. Ça participe énormément au sentiment d'immersion et de réalisme de ces fusillades. Que ce soit un appartement, une église qui finit totalement en ruine, un salon de thé avec des cages à oiseaux et des papiers qui volent partout, ou encore un couloir d'hôpital avec les vitres qui explosent, les décors de John Woo semblent se détériorer comme dans une vraie fusillade et c'est totalement jouissif, en plus d'être ultra impressionnant techniquement. Là où par exemple dans une production Besson, comme From Paris with Love, on sent les quelques éléments bien prévus pour être explosés avant, comme ce pilier, cet aquarium, les vitres de cette table, dans Hard Boiled, ceux-ci semblent totalement organiques et tous les éléments du décor donnent l'impression de pouvoir exploser. Ces deux séquences sont intéressantes à comparer car elles sont relativement proches sur leur postulat, une fusillade dans un restaurant. Chez Pierre Morel, les ennemis arrivent les uns après les autres et toute l'action est réglée en champ contre champ. Avec Travolta qui sort du pilier, il tire et hop, l'adversaire tombe en arrière et ceci est répété 5 ou 6 fois. John Woo balance lui tout le monde en même temps dès le départ et impose à ses personnages de devoir évoluer dans la pièce pour soit se sauver, soit pour éliminer les adversaires. La séquence n'est jamais statique et connaît une progression permanente, en plus d'accorder aux ennemis un vrai point de vue avec certains plans embrassant totalement leur côté de la fusillade, donnant un côté à la fois plus chaotique et moins procédural, mais surtout décuplant la tension qu'on ressent pour les protagonistes qui se font tirer dessus et doivent faire des prouesses
pour ne pas s'en prendre une. Car John Woo arrive aussi parfaitement dans ce marasme à iconiser les moments marquants de sa fusillade. La séquence des escaliers à la fin est une image qui marque à vie. On est dans le summum du cool. Évidemment, chez Morel, tout ressemble au reste. Et le fait d'ajouter des innocents au milieu en dommage collatéral est un élément qui enrichit la séquence. Là où les potentiels innocents de la séquence de From Paris with Love n'apportent rien dans la séquence. C'est vache de comparer les deux films, mais ça permet de faire sauter aux yeux les points forts du cinéma de John Woo. Et vu que je suis sur le film à toute épreuve, je vais en profiter pour parler d'un de ses plans les plus mythiques. Potentiellement son plan de fusillade le plus impressionnant, le fameux plan séquence de l'hôpital. Il vient de l'envie de John Woo de proposer quelque chose d'inédit dans la manière de filmer l'action. De changer du systématisme que son monteur Woo appelle le ping-pong dont j'ai parlé au début de vidéo. L'idée était donc de proposer plus de 3 minutes d'action en une seule prise. Et ce plan est un chef-d'œuvre. La gestion de la caméra parvient à créer plusieurs plans en un, commençant par devancer les personnages, puis par les suivre dans un plan qui inspirera probablement tous les créateurs de jeux vidéo d'action avec une vue à la troisième personne qu'on retrouvera dans des milliers de jeux vidéo par la suite. Il arrive au milieu de cette tempête d'action à mettre l'accent sur les moments dramatiques, comme la mort de ce personnage avec la caméra qui se rapproche et qui ensuite panote sur Tony Leung pour découvrir sa réaction quasiment en gros plan. L'action est rompue par cette pause dans l'ascenseur, pause principalement nécessaire pour laisser le temps aux équipes de nettoyer le décor pour la suite de la fusillade. Car si dans le film ils font croire que c'est un nouvel étage, en réalité c'est exactement le même couloir. Imaginez le travail de réussir à tout nettoyer et à tout pousser hors champ en une trentaine de secondes, le tout pour réussir à créer cette illusion. Et une fois ce plan séquence terminé, pour le coup la séquence, elle, est loin de l'être, car elle va durer, cette fusillade, pendant encore 25 minutes. Ce plan est un des rares moments où John Woo a vraiment voulu impressionner techniquement, car d'habitude, c'est aussi pour ça que j'aime son style. Il est efficace, mais fun. Quand je regarde une fusillade de John Woo, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'esbrouf de la part des personnages. Il y a un sentiment de simplicité qui se dégage de toutes leurs actions. Alors oui, ils sautent souvent avec 2 flingues, après ils roulent, ils font des galipettes, etc. Mais ça me semble toujours ce que j'aurais fait moi dans cette situation. Enfin, peut-être moi quand j'avais 12 ans, mais en tout cas, je trouve ça cool. Je sens pas l'aspect chorégraphié, à l'inverse des films récents comme John Wick, qui sont clairement inspirés de cette période de Woo. Je vais dire John Woo, parce que Woo tout seul, je trouve ça... Je sens pas l'aspect chorégraphié, à l'inverse de films récents comme John Wick, qui sont clairement inspirés par cette période du cinéma de John Woo. John Wick a ce mérite de mettre l'action, et surtout les personnages effectuant les mouvements, au centre du découpage. Dans John Wick, le but est d'éviter le cache-misère de la majorité des films d'action hollywoodiens qui se contentent d'enchaîner du ping-pong systématiquement. Le dévouement de Keanu Reeves et la volonté du réalisateur ex-doublure cascade de Keanu Reeves sur Matrix font que ceci fonctionne. Les plans sont longs, l'action ultra lisible, les mouvements décomposés, le tir et l'impact est quasiment systématiquement toujours dans le même plan, et faut avouer que les chorégraphies arrivent parfaitement à rendre John Wick plus malin que tout le monde. Mais on perd ce côté chaotique, réaliste, viscéral, qui fait vraiment la maestria d'un John Woo, et qui confère à ses personnages un côté plus abordable, là où, volontairement, John Wick est immédiatement une machine à tuer, totalement mystique, avec des gestes froids et méthodiques qui ne ratent jamais. En termes de coolitude, il y a du bon à prendre des deux côtés. Et c'est intéressant de comparer John Wick à Collateral de Michael Mann. Dans les deux films, on a une séquence relativement similaire. Un personnage froid et méthodique tue des gens dans une boîte de nuit. Et pourtant, on n'a pas du tout la même approche. John Wick, c'est vraiment un ballet fait pour enchaîner les waouh de la part du spectateur. Il y a un côté totalement décomplexé dans l'action et on propose quelque chose qui esthétise la violence pour la rendre belle, comme une danse. Collateral, c'est l'opposé du spectre. Déjà, Michael Mann exploite la panique dans la boîte de nuit, là où John Wick s'amuse justement du postulat que personne ne réagit. Ensuite, le personnage joué par Tom Cruise est beaucoup plus mis à mal, et quand il est enfin en position de tir, il n'y a aucune esthétisation de ça. Dans les deux cas, il y a de la froideur, mais la mise en scène de Michael Mann est en adéquation avec son personnage. On est dans du réalisme pur et dur. Dans cette comparaison, il faut aussi parler du sang en numérique. C'est un effet qui devient la norme, seuls quelques réfractaires font sang, Tarantino, mais la majorité des films actuels ont recours au sang numérique. Alors, en soi, c'est pas un problème, mais il y a quand même des abus qui gâchent totalement la scène. John Wick s'en tire très bien, mais d'autres, comme Rodriguez ou Stallone, ont peut-être un peu trop pris la confiance dans ce procédé. Et c'est idiot, mais j'ai quand même l'impression que la combinaison d'un tir à blanc et d'une explosion sur l'acteur en face qui lui déchire ses vêtements resteront toujours plus viscérales et impactants
Ne serait-ce parce que les comédiens n'ont pas besoin de s'imaginer quoi que ce soit pour réussir à jouer, que dans le cadre d'une séquence avec du sang et des tirs uniquement en numérique, qui forcément plonge bien moins le comédien dans une certaine ambiance. Après, pour John Wick, ce recours à l'ultra numérique, surtout dans les coups de feu, se comprend quand on sait que Chad Stahelski était un ami de Brandon Lee qui a été tué à cause d'une balle à blanc pas si blanche que ça sur le tournage de The Crow. Je comprends qu'il n'ait plus envie sur ses propres films de prendre ce genre de risque quand on a moyen de complètement les éviter. Chez Mann, le réalisme a beaucoup d'importance et il y a un énorme travail sur les impacts de balles, notamment sur cette séquence où il a vraiment fait tirer avec du très gros calibre sur une voiture avec des mannequins ultra réalistes anatomiquement pour obtenir ces plans de destruction vus de l'intérieur. Pareil pour le son qui est un élément marquant des fusillades de Mann. Le bruit des balles est sourd et tonitruant. Il y a un vrai côté assourdissant qui fait gagner énormément en immersion. Tout le monde se souvient des bruits des balles d'un film de Michael Mann quand il l'a vu au cinéma. Le bruit est une donnée intéressante à analyser. Dans les fusillades, il y a des partis pris totalement improbables, comme les tirs des tontons flingueurs, qui viennent apporter un côté loufoque, comique, dans une fusillade qui pourrait être beaucoup plus sérieuse sans ces bruitages-là. Et il faut souligner le parti pris du film State of Grace avec un traitement du son vraiment dingue où seules les détonations et les impacts de balles sont audibles. Ceci plonge la séquence dans une atmosphère lourde où chaque coup de feu semble être la seule chose arrivant à ce moment-là sur la Terre. Surtout que les impacts sont sanglants, leur donnant une importance particulière. Au-delà de ça, la séquence utilise un ralenti qui accentue encore cette ambiance appuyée par une lumière en clair-obscur digne des films noirs les plus mémorables. Même avec une chorégraphie et un découpage simple, beaucoup de chant contre chant, cela fonctionne totalement car l'ambiance y est parfaitement posée. John Woo, en termes de réalisme, il est vraiment entre John Wick et Michael Mann. Par exemple, il ne s'embarrasse pas du nombre de balles dans les chargeurs de ses personnages. Non, vraiment pas. John Woo, dans sa manière de filmer et de monter, va droit au but. On montre les coups de feu, les impacts, et quasiment toujours de l'angle le plus parlant, en incluant autant que possible le tireur et le mec qui se fait toucher dans le même plan. Il y a aussi une vraie force au montage pour réussir à alterner la cadence des images. Plusieurs ralentis ponctuent chacune de ces fusillades, ce qui vient créer des moments d'apesanteur au milieu d'un torrent de violence. On sent que le rythme de la scène est une question d'intuition, comme un musicien avec le rythme d'une musique. Alors oui, John Woo est un romantique, et certaines séquences sont ultra marquées par son style, mais c'est pas nécessairement dans ces séquences d'action que cela est le plus voyant. Mais surtout, John Woo est capable de conserver l'aspect humain malgré des bains de sang démesurés. Il arrive à ne pas faire de ses personnages des super-héros malgré le fait qu'ils sont capables de dérouiller une centaine de gardes tout seuls. Grâce au fait de les faire subir beaucoup l'action, ils se blessent. Beaucoup. Et là-dessus, on sent évidemment l'inspiration d'un Sam Peckinpah, comme l'a très bien illustré Monsieur Bobine dans son ciné-club consacré au film The Killer. Avec ses fusillades dans la horde sauvage, Sam Peckinpah a réinventé pas mal de choses, d'abord au niveau du montage d'une scène d'action, réussissant totalement à retranscrire l'aspect chaotique du moment sans pour autant que cela devienne incompréhensible. Mais c'est surtout dans sa représentation de la violence, et notamment des impacts et des blessures des balles, que Peckinpah a marqué l'histoire du cinéma. Avant, certes, les cow-boys se tiraient dessus, mais la violence graphique ne faisait pas partie des codes utilisés. Encore un tournant du cinéma hollywoodien vers le nouvel Hollywood qui décide de faire tomber le côté édulcoré du Hollywood classique. On est dans la continuité de ce que Arthur Penn aura présenté avec Bonnie and Clyde 2 ans auparavant. Une fascination pour la violence soudaine qu'on retrouvera chez d'autres réalisateurs comme Tarantino avec ses fusillades ultra intenses, soudaines et plutôt gore. Ou son compère Rodriguez, également avec ses fusillades ultra chorégraphiées et plutôt jouissives, comme dans Desperado, qui sont aussi énormément l'inspiration d'un John Woo. Il faut ensuite parler, je pense, du reste de la trinité hongkongaise,
Tsuyark et Johnny To. Tsuyark, après ses déboires aux USA avec les films qu'il a fait avec Jean-Claude Van Damme, est revenu à Hong Kong avec l'envie de montrer à tout le monde qu'il y avait moyen d'inventer un nouveau style, notamment pour filmer les fusillades. C'est comme ça qu'on a eu Time and Tide, avec une première fusillade filmée de manière totalement libre, avec une caméra qui vole dans tous les sens et un montage totalement décousu qui ne s'embarrasse pas d'une continuité ou d'une volonté de faire comprendre l'espace. Et ceci fonctionne parfaitement dans la volonté de faire des tireurs une sorte de boogeyman mystique. On ne sait pas qui ils sont, où ils tirent, on est totalement perdu, comme les membres du commando qui se fait décimer petit à petit. Tout le long du film, ce sera sa technique pour montrer la supériorité d'un mec par rapport aux autres. Là où John Wick enquille les frags, dans Time and Tide, c'est la capacité à disparaître et à apparaître qui montre qu'un mec est réellement trop fort. Il exploitera ça grâce au côté labyrinthique de ce bâtiment hongkongais en jouant encore une fois sur la confusion. Mais ce coup-ci, nous sommes du côté de celui qui crée cette confusion, ce qui permet une scène marquante, tout en synecdoque, où des bad guys tirent sur un enfant en skateboard. Le personnage de Juan, un espèce de super agent, a une manière de se déplacer hors norme. Il grimpe, il saute, il se colle au plafond tel un insecte. Ceci reviendra à la fin du film où le personnage va ramper et glisser d'une manière ultra rapide, avec jusqu'au bout cette logique d'apparition et de disparition comme étant la grande force du personnage. Il exploitera aussi beaucoup la verticalité du décor avec ses plans de personnages qui se jettent en rappel par la fenêtre et que le caméraman va vraiment faire également. Il profite de cette configuration-là pour terminer sa fusillade, une sorte de ballet aérien chaotique où l'on hallucine de ce qu'on est en train de voir, un peu comme ce personnage d'ailleurs. Il s'autorise à peu près tout ce qui est imaginable visuellement, du bullet time pour les explosions, rentrer dans un frigo, traverser le canon d'un flingue vide. Ce style ultra ostentatoire et quasi expérimental est peut-être l'opposé total du dernier membre de ma trinité hongkongaise, Johnny To, l'homme qui faisait des westerns mais avec des mafieux et à Hong Kong ou à Macao, l'héritier de Sergio Leone pour moi. Il y a tout. De la montée en tension pré-fusillade, avec par exemple cette séquence dans Exilé, où les personnages enlèvent des balles de leur chargeur pour correspondre au nombre de balles que ce personnage rajoute lui dans le sien. Les éléments de décor comme un rideau qui bouge au vent ou l'eau qui bout accentuent ce sentiment de calme avant la tempête. La tension soutenue dans les regards, et soudain. Mais Johnny To, c'est le calme, même pendant la tempête. Il n'y a jamais une volonté de générer du dynamisme par le montage, ce qui accentue la violence de chaque coup de feu et permet d'apprécier des plans très bien composés, mettant en valeur les hommes et leurs armes. Cette non-précipitation sera au cœur du plan séquence au début de Breaking News, qui suit calmement toute une fusillade. Un plan qui ne s'adapte pas aux actions des protagonistes, qui n'essaie pas de dynamiser quoi que ce soit. Un plan qui observe ça, sans prendre parti, sans réellement adopter le point de vue d'un camp ou de l'autre. Il n'y a pas de coupe aussi, pour ne pas biaiser le temps, pour préserver une continuité non manipulée. Nous assistons à ce qui se passe sans être manipulé par un monteur qui omettrait de nous montrer quelque chose. Un aspect omniscient ressort, ce qui va justement contraster avec le discours du film qui montre comment les médias et les images sont utilisés pour manipuler l'opinion publique. Ce plan séquence n'est pas gratuit, c'est en fait un manifeste. Johnny To arrive à apporter un vrai spleen dans ses fusillades, une mélancolie, en prenant par moments du recul pour composer de magnifiques tableaux où les personnages continuent de se tirer dessus. Le spectaculaire ne vient pas de l'immersion au plus proche des personnages, mais justement de la distance qu'on prend vis-à-vis d'eux. On est pleinement à notre place de spectateur à assister à un spectacle, en plus de permettre une spatialisation remarquable. Et pour finir, je vais mentionner un peu l'animation qui nous a fourni de magnifiques séquences de fusillade, notamment avec Cowboy Bebop, dont la fusillade de fin est un chef-d'œuvre de classe et de réalisme, alors qu'on parle d'animation. J'aime également énormément ce duel dans Trigun, qui offre une variante ultra dynamique d'un duel de western. Et que dire de cette séquence d'animation dans Kill Bill, où la violence graphique accentue le sentiment de vengeance du personnage de Ren. Ce plan fixe où un sbire se fait éclater la jambe, puis la tête, est totalement dément, jouant sur un contraste dingue entre calme et ultra-violence. Puis on suivra deux fois une balle, une première fois de profil pour venir détruire une cheville, et ensuite derrière la balle pour finir dans la tête. Un plan qui n'est pas sans rappeler le générique du film Lord of War, où l'on suit la création d'une balle avant qu'elle ne termine dans le crâne d'un jeune enfant africain armé. Et c'est sur cette image plutôt macabre que je vais terminer cette vidéo.